Bonjour à tous. On va donc commencer ce dernier séminaire du GDRIA de l'année. On va finir l'année en beauté. Donc, je vous rappelle juste le principe de ces séminaires qui se font à peu près une fois tous les mois, où on a quelqu'un qui nous présente à la fois des choses un peu pointues et qui nous introduit à un sujet qui touche différents aspects du GDR. Donc, c'est un peu ça l'idée de ces séminaires. Donc merci d'être là. Et donc le séminaire, le principe c'est qu'on va enregistrer le séminaire, donc vous n'êtes pas autorisé pour l'instant à parler ou faut interagir via le chat seulement. Et donc on réouvrira le micro à la fin du séminaire pour que l'enregistrement soit plus facile. Et donc, je vais laisser la parole à Nicolas, donc Nicolas Maudet, qui va se charger de tout ce qui est animation scientifique, d'introduire notre oratrice du jour, donc qui est Meltem. Nicolas, je te laisse la parole. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. C'est un grand plaisir d'accueillir Meltem Osturk pour ce dernier séminaire de l'année, effectivement. Donc, Meltem, elle est maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches au LAMSAD, Université Paris-Dauphine, PSL. Et ces thèmes de recherche sont à la frontière, on va dire, entre IA et RO, sur des thématiques de modélisation des préférences, d'aide à la décision, voilà, ces aspects-là, globalement. Aujourd'hui, elle va nous parler d'indices de pouvoir ordinaux, donc qui diffèrent un petit peu des approches plus classiques, mais je laisserai Meltem expliquer tout ça, qui sont en général effectivement quantitatives. Les discussions sont toujours passionnantes avec Meltem, donc voilà, je vous incite vraiment à lui poser plein de questions. En plus, elle vient de nous avouer qu'elle avait préparé plein de slides pour répondre à des questions éventuelles, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à alimenter cette discussion. Et voilà, Meltem, à toi la parole. Ok. Merci Nicolas. Je vous ai déjà préparé en fait un petit décor de Noël. Enfin, c'est mes enfants qui vous ont préparé pour animer un peu en fait la décoration. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau domaine de recherche qu'on a nommé en fait Social Ranking Problem. Est-ce que je peux partager du coup mon écran? Hop. Ouais, je pense que ça devrait marcher. Bon. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau domaine de recherche qu'on a nommé Social Ranking Problem. Et vous allez voir, comme a dit Nicolas Maudet, c'est un problème qui est en forte lien avec tout ce qui est les indices de pouvoir en théorie des jeux coopératifs. Et la différence, c'est que dans les indices de pouvoir, on a assez souvent des valeurs numériques et là, on va travailler qu'avec des données ordinales. Donc, c'est un domaine qui est assez récent. Donc, du coup, il y a beaucoup de questions ouvertes. Je pense que, du coup, peut-être que ça peut vous intéresser si vous êtes à la recherche de nouvelles questions pour vos recherches. Et il y a aussi peut-être que vous allez découvrir certaines règles qui peuvent être intéressantes dans votre domaine d'application si vous travaillez dans les réseaux, dans belief merging ou argumentation, etc. Donc voilà le but de ce séminaire. Alors avant de commencer, je voulais peut-être demander si tout le monde parle français. Can everybody understand the French? If not, I can also speak in English. So raise your hand, or I don't know what, or say something in the chat if you want me to speak in English. Hop. OK. Donc, si je comprends bien, je peux continuer en français. Oui, Sébastien me dit que c'est pas en plein écran, mais je préfère comme ça si ça vous gêne pas parce que je vais écrire des choses sur mes slides. Voilà, donc je commence. Alors, en fait, je vais commencer par introduire bien évidemment en fait le problème de social ranking, vous donner un peu les motivations, pourquoi on travaille sur ça, vous présenter quelques résultats sur les social ranking rules et puis finir avec des questions ouvertes.
Alors, le problème est assez facile. Vous allez voir. Donc, dans notre problème, on va d'abord en fait supposer qu'on a un ensemble fini d'objets. Donc là, par exemple, ou d'individus. Là, par exemple, j'ai 3 individus. 1, 2 et 3. Et ce que je vais supposer, c'est que je connais en fait la comparaison des groupes qui sont formés par ces 3 individus. Donc, si j'ai 3 individus, 2 à la puissance 3, j'ai 8 groupes qui sont possibles. On peut les nommer aussi des coalitions. Et si c'est des objets, ça va être des groupes d'objets. Donc, je vais connaître la comparaison de ces 8 groupes entre eux. Donc, je vais utiliser donc, cette relation-là, je vais le nommer Power Relation parce que c'est une relation sur le Power Set. Et je vais noter cette relation avec cette hirondelle. La partie asymétrique, ça va être ça, et ça va être la partie asymétrique, ça va être ça, et la partie symétrique, ça va être ça. Alors, qu'est-ce que je comprends ici? Si ce sont, par exemple, des individus, imaginons, par exemple, des chercheurs qui sont dans un centre de recherche, donc, cette représentation, par exemple, peut me présenter la performance des groupes formés par ces chercheurs. Donc ici, je sais que quand le chercheur 1 travaille tout seul, il est aussi performant que quand le chercheur 2 et 3 travaillent ensemble. Mais la performance du groupe formé par les 3 est moins bon que ça. Donc, en fait, je vais avoir, par exemple, ici, j'ai un préordre complet. Pour l'instant, on va supposer que c'est un préordre complet, mais après, on peut relâcher la complétude, par exemple. Assez souvent, on ne relâche pas la transitivité. Et je vais utiliser cette information-là. Donc, pour pouvoir aller un peu plus loin, enfin plus vite, je vais enlever les parenthèses donc je vais enlever toutes les parenthèses de mes groupes. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, dans mes groupes, si je regarde, j'ai ça, j'ai mes vies sous-ensembles qui sont comparées. Alors, ça peut être quoi, par exemple, comme j'avais dit, ça peut être la performance des chercheurs. Et imaginons que la question que je me pose, c'est de dire, je suis directeur de ce centre de recherche avec ces 3 chercheurs et j'ai une nouvelle prime à donner à une seule personne. Donc, à qui il faut donner ce prime-là, tout en sachant que j'aimerais bien donner à celui qui travaille bien, seul, mais aussi en équipe. Donc, si je regarde bien, donc la question que je veux poser, est-ce que, par exemple, comment je dois comparer 2 et 3 entre eux? Enfin, si je regarde bien, 2 et 3, ils sont complètement symétriques dans mes comparaisons. Donc, du coup, comme ils sont complètement symétriques dans mes comparaisons, si je décide de donner ma prime à 2, je dois aussi en fait donner ma prime à 3. Donc, ils sont interchangeables ici. Tandis que si je dois comparer, par exemple, 2 et 1, ben, les choses se compliquent. Pourquoi? Parce qu'avec 2 et 1, le problème, c'est que le 1, quand il est tout seul, il travaille vraiment très bien. Donc, il est dans la meilleure classe, donc c'est un super chercheur, il est parmi les meilleurs. Donc, il est mieux que le 2 et le 3. Mais le problème, apparemment, c'est quelqu'un qui ne coopère pas bien avec les autres. Et donc, par exemple, si je vois bien ici, 2 et 3, quand ils travaillent ensemble, ils travaillent assez bien, ils sont dans la meilleure classe. Mais quand on ajoute le 1 dedans, bah, ils baissent leur performance. Donc, qu'est-ce que je dois faire si je dois comparer 1 et 2? Donc, ça va être en fait la question que je vais poser, à qui il faut donner la prime dans ce labo. Est-ce qu'il faut donner à 2, à 3 ou à 1, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme input, je vais avoir cette power relation-là. Donc, une relation sur les sous-ensembles formés par mes éléments. Et je vais chercher une social ranking, donc un rangement social qui va me comparer mes individus un par un. Donc, ça peut être aussi des objets. Voilà, donc ce que je disais ici, probablement, je vais finir par dire que 2 et 3, ils sont indifférents. Donc, je vais le noter avec grand I. Mais pour l'instant, je garde le mystère pour dire comment il faut comparer le 1 et le 2. Donc, ça va être mon problème, le problème que je vais essayer de résoudre aujourd'hui. Alors, ce problème-là, on peut le rencontrer dans plein d'endroits.
Donc, je vais essayer de vous convaincre pour dire que si vous travaillez dans ces domaines-là, peut-être que vous pouvez être intéressé par ce que je vais vous raconter. Par exemple, en choix social. Bon, ça, c'est très classique. Par exemple, on sait que dans l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, la façon dont on vote les lois est un peu compliquée, qui fait qu'en fait, les pays doivent former des coalitions. Et donc, il y a des coalitions gagnantes et des coalitions perdantes pour voter une loi. Donc, du coup, je peux essayer de voir quels sont les pays qui ont vraiment un pouvoir, un vrai pouvoir de parole. Par exemple, il y a quelques temps, il y avait Luxembourg, si on fait ce calcul-là, qui avait vraiment aucun pouvoir. Il était là, mais quelle que soit la coalition où il adhérait, ça faisait vraiment aucun changement sur l'adoption d'une loi. Donc, ça, c'est aussi bien évidemment en fait très connu, comme a dit Nicolas, dans Cooperative Game Theory, avec les indices de pouvoir. Donc, encore une fois, en fait, on peut regarder les coalitions gagnantes et regarder les pouvoirs de chacun. Tout à l'heure, je vais parler un peu plus sur cet aspect-là. Mais on peut aussi en fait avoir ce genre de choses dans, par exemple, l'aide multicritère à la décision. Dans l'aide multicritère à la décision, si vous avez des interactions entre vos critères, donc si vos critères ne sont pas indépendants au sens préférentiel, vous pouvez avoir des cas où, par exemple, vous allez dire que si le critère 1 et 2 sont simultanément en fait satisfaits, c'est mieux que si le critère 2 et 3 sont simultanément satisfaits, etc., etc. Donc, du coup, à cause des synergies positives et négatives que vous pouvez avoir sur les critères, vous pouvez en fait avoir ce type de comparaison et vous pouvez essayer de dire mais quels sont les critères qui sont les plus importants dans mon problème. C'est exactement le même problème en machine learning et quand vous essayez de trouver les meilleurs attributs pour donner par exemple un label à une image. Donc assez souvent en machine learning, ils ont beaucoup d'attributs et ils font beaucoup de tests en utilisant des sous-ensembles d'attributs. Ils regardent les précisions qu'ils obtiennent pour faire l'étiquetage. Et encore une fois, on peut aussi, en machine learning, on peut essayer de dire ces sous-ensembles d'attributs donnent plus de précision que l'autre sous-ensemble d'attributs, mais on peut aussi dire aussi que ces sous-ensemble d'attributs est de plus petite taille et les données sont plus simples à trouver, etc. Donc, on peut aussi comparer en fait des sous-ensembles d'attributs dans machine learning. Par exemple, il y a SHAP qui utilise l'indice de Shapley pour faire ça. Et donc, du coup, on peut essayer de trouver vraiment les attributs qui ont le plus d'influence, le plus d'importance pour ce problème-là. On peut avoir la même chose pour quand on a des réseaux, sociaux ou pas. On peut avoir, par exemple, des ensembles d'individus des groupes d'individus qui transmettent, par exemple, des informations dans un network en ayant des individus qui sont en commun. Et je peux essayer d'essayer de trouver, en fait, les individus qui ont le plus d'influence dans un réseau. Comme ça, en fait, si je connais ces individus-là, je peux transférer, en fait, je peux mettre mon information sur ces personnes-là parce que je sais que l'information va circuler plus vite. On peut aussi avoir la même chose dans la théorie de l'argumentation. Si je connais, par exemple, comment comparer des sous-ensembles d'arguments que je peux utiliser pour convaincre un public, si j'arrive à trouver en fait quels sont les arguments qui ont le plus d'influence, je peux peut-être utiliser ces arguments-là dans une discussion. On peut faire la même chose dans belief merging pour trouver par exemple des formules qui sont les plus coupables pour que l'ensemble des formules ne soient pas satisfaites, etc. Donc j'espère que je vous ai un peu convaincu en disant que ce problème-là, c'est-à-dire étant donné les comparaisons entre les groupes d'objets, comment comparer les objets tout seuls, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans plein de domaines. Alors, pourquoi en fait c'est intéressant ce qu'on va faire? C'est que cette question-là est déjà un peu répondue par les indices de pouvoir numériques. Donc, pour les gens qui connaissent bien Shapley, vous voyez bien qu'on peut utiliser Shapley pour résoudre ce type de problème. Il y a d'autres types d'indices comme Banzhaf que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, tous ces indices-là, assez souvent, ils viennent de Cooperative Game Theory et ils sont très numériques. Voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, ici, dans cet exemple, vous avez trois objets, donc A, B et C, et j'ai toutes les coalitions qui sont formées par ces trois objets-là.
Et donc, dans la théorie de jeu coopératif, chaque coalition va avoir en fait une utilité, un score. Donc ici, ils ont tous des scores. Et ce que je vais faire, je vais essayer de trouver en fait l'indice de pouvoir d'un objet par rapport à sa contribution marginale. C'est-à-dire, par exemple, je vais regarder donc la contribution marginale, donc c'est assez facile. Donc je vais regarder en fait toutes les coalitions qui ne contiennent pas mon objet X. Et puis après, je vais ajouter mon objet X à cette coalition-là. Et je vais regarder la différence entre ces deux utilités. Et ça va nous présenter la contribution marginale de X pour cette coalition grand S. Et je vais faire ça pour toutes les coalitions grand S qui ne contiennent pas X. Et je vais sommer ça et normaliser par rapport au nombre de coalitions qui existent. Donc, par exemple, ici, pour A, si je veux faire pour A, donc je vais prendre la coalition BC et puis je vais ajouter A dedans. Et donc, BC, son utilité, c'est 4. ABC, son utilité, c'est 9. Donc, la contribution marginale de A sur la coalition BC, ça va être 5. Donc, je vais faire la même chose avec la coalition B, où je vais ajouter A. Je vais faire la même chose avec la coalition C, où je vais ajouter A, et ainsi de suite. Donc, je fais ça. Je vais additionner toutes ces coalitions marginales, et puis après, je vais le normaliser par rapport au nombre de coalitions que j'ai. Donc, croyez-moi, si je fais en fait ces calculs-là, je vais dire que le pouvoir de A est supérieur au pouvoir de B, qui est supérieur au pouvoir de C. Donc, ça, c'est l'indice de Banzhaf. Donc, pour les gens qui connaissent en fait Shapley, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait, les coefficients qui sont là dépendent en fait de la taille de la coalition Grand Est. Tandis que ici, toutes les coalitions Grand Est, ils ont la même coefficient. Donc, imaginons que j'ai fait ça et j'ai conclu en disant que vraiment, en fait, OK, A est mieux que B, qui est mieux que C, dans le sens des pouvoirs. Ben, il se peut qu'en fait, les données numériques que j'ai ne sont pas vraiment très fiables. Donc, je ne suis pas très sûre. Donc, je suis sûre sur certaines données, mais sur certaines d'autres, j'ai des petites modifications qui sont possibles. Mais ces modifications ne sont pas aussi importantes que ça. Ben, surtout, par exemple, ici, ça garde toujours le même ordre sur mes coalitions. Donc, avec les données V, j'ai l'ensemble complet qui est mieux que AB, qui est mieux que AC, etc. Et avec les nouvelles données W, j'ai exactement le même ordre sur mes coalitions. Donc, je garde en fait mon ordre sur mes coalitions. Mais le problème, c'est qu'avec ces nouvelles valeurs, vous allez, si je calcule encore une fois en fait mon Banzhaf, vous allez voir que je vais inverser complètement l'ordre que j'ai donné entre A, B et C. Donc cette fois-ci, je vais dire que le pouvoir de C est supérieur au pouvoir de B, qui est supérieur au pouvoir de A. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Banzhaf, comme Shapley, n'est pas très robuste. Ils sont vraiment très sensibles à des petites modifications qui peuvent arriver dans des valeurs, même si on garde toujours le même ordre sur les utilités de mes coalitions. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on peut s'intéresser à des données ordinales. Une autre raison pour laquelle, en fait, on peut s'intéresser à des données ordinales, c'est que des fois, en fait, je n'ai que des données ordinales. Par exemple, dans le cas de multicritères, il existe plusieurs méthodes où on essaie en fait d'intégrer des interactions entre des critères ou avec des coalitions gagnantes, etc., où on a seulement en fait un ordre sur les sous-ensembles des critères. Donc, on n'a pas de valeur. Donc, quand il n'y a pas de valeur, c'est pas très bien d'ajouter des valeurs où il n'y en a pas parce qu'on fait dire des choses qui sont plus fortes que des données ordinales. Et des fois, on peut aussi en fait avoir le cas ordinal parce que la relation de power relation, ça peut être une agrégation de plusieurs choses. Par exemple, si je reviens à mon exemple de machine learning, dans machine learning, je peux avoir envie de dire qu'en fait, un sous-ensemble d'attributs pour définir en fait les attributs, pour donner des étiquettes à mes images, est mieux qu'un autre ensemble
sous-ensemble d'attributs, parce que cet sous-ensemble d'attributs, il donne plus de précision, moins d'erreurs, mais aussi sa taille, elle est plus petite, mais aussi les données qui sont dedans sont plus simples à trouver, etc. Donc, il y a plusieurs critères qui font dire que ça, c'est mieux que ça. Ben, dans ce cas-là, il se peut que l'agrégation de ces plusieurs critères, je peux le faire que d'une manière ordinale, parce que les choses sont tous définies sur des échelles assez différentes. Donc, voilà en fait les raisons pour lesquelles nous, on s'intéresse à des données ordinales, c'est-à-dire on va avoir seulement des comparaisons du coup ordinales sur les sous-ensembles et on veut obtenir des comparaisons, encore une fois, ordinales sur des individus. Donc, ça, c'était les motivations. Alors, comment on va faire? Dans la littérature, il existe des règles donc pour savoir s'il faut donner cette prime à 1, à 2 ou à 3 sur les chercheurs. Il existe 3 familles de règles. Donc, la première famille est plutôt inspirée de l'aide multicritère à la décision. Donc, ce sont des règles plutôt lexicographiques. La deuxième famille des règles, c'est plus inspiré de choix social, où chaque coalition va jouer le rôle d'un votant. Et on peut aussi avoir en fait une troisième famille, bien évidemment, qui va être inspirée de la théorie des jeux, puisque c'est là où on avait la partie numérique, avec cette notion de contribution marginale. Donc maintenant, je vais vous présenter les 3 familles avec les règles les plus simples de ces 3 familles. Attendez, hop. Alors, les règles lexicographiques, ce sont les règles les plus intuitives et les plus simples. Donc ici, ce que je vais regarder, donc ici, je sais qu'en fait, cette classe d'équivalence est mieux que cette classe d'équivalence. Une classe d'équivalence, c'est quand vous avez des coalitions qui ont la même performance. Donc ici, j'ai une autre classe d'équivalence, une autre et une autre. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 classes d'équivalence. Pour dire que I est mieux que J, je vais d'abord regarder ce qu'il dit la meilleure classe. Par exemple, je vais comparer 1 à 2. Ben, en fait, sous la première classe, 1 apparaît une fois, 2 apparaît une fois. Donc, la meilleure classe n'arrive pas à me départager entre 1 et 2. Donc, du coup, je vais poser la question à la deuxième meilleure classe. Ben, encore une fois, en fait, il est classes pareilles. Donc là, je n'arrive pas à résoudre le problème. Je vais demander à la troisième meilleure classe. Et cette fois-ci, je vois apparaître 1 2 fois, tandis que 2, il apparaît qu'une seule fois. Donc, je vais conclure que 1 est mieux que 2, a plus de pouvoir, a plus d'influence que 2 avec les règles lexicographiques. Donc, l'idée est ça. Donc, comment je fais? En fait, je vais d'abord trouver un vecteur pour mon individu 1. Donc ici, je vais noter combien de fois il apparaît dans la meilleure classe. Donc, il apparaît une fois. Après, je vais noter combien de fois il apparaît dans la deuxième meilleure classe. Il apparaît une fois. Dans la troisième classe, il apparaît 2 fois. Donc, je vais noter 2. Dans la troisième classe, 0. Et là, dans le dernier, 0 fois. Je vais faire la même chose pour l'individu 2. Donc, l'individu 2, il apparaît une fois dans la meilleure classe, une fois dans la deuxième et une fois dans le troisième et une fois dans le dernier et 0 fois ici. Et je vais faire la même chose pour 3. Et je vais utiliser ces vecteurs-là d'une manière lexicographique pour finalement dire qui est mieux que qui. Donc, je viens de dire 1 va être mieux que 2, parce que voilà, là, ils sont équivalents et là, ils sont différents. Et 2 va être indifférent à 3. Donc voilà, si j'utilise en fait la règle lexicographique, c'est le chercheur 1 qui va obtenir le prix. Voilà, donc ça c'est la règle lexicographique. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait une fois qu'on a défini une règle? Les gens en fait, surtout vraiment en fait Stefano Moretti, j'ai vu qu'il est là, il a beaucoup travaillé sur ces aspects axiomatiques. Par exemple, là, pour les parties lexicographiques, on sait que l'Excel, donc la chose que je vous ai montrée s'appelle l'Excel, c'est la seule qui va satisfaire en même temps neutralité, coalition of anonymity, monotonicity and independence from the word set. Donc là, ça peut être assez ennuyant de vous donner toutes les axiomes un par un chaque fois, mais qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une axiomatisation? Ça veut dire qu'en fait, je sais que
Si je veux utiliser ces axiomes en même temps, il n'y a que l'Excel qui va les satisfaire simultanément. Donc, on connaît en fait son axiomatisation. Donc, juste en fait, pour un peu revue de littérature, il existe aussi, donc il y a son axiomatisation qui a été donnée ici. Il existe aussi une version où on regarde aussi la taille des coalitions qui entrent en jeu. Par exemple, là, j'ai fait comme si il n'y avait pas énormément de différence entre une coalition avec un élément ou deux éléments. Donc, si on introduit en fait la taille, il y a aussi en fait des axiomatisations et d'autres règles qu'on peut imaginer. Il y a des personnes qui ont utilisé cette règle pour donner en fait, pour regarder un peu les pouvoirs de différentes normes dans des systèmes, etc. Voilà, donc ça c'est la règle lexicographique. J'ai dit ça ressemble un peu à multicritère. Maintenant, on passe à choix social. En choix social, c'est quoi le framework? C'est qu'on a en fait un ensemble de candidats, on a un ensemble de votants. Les votants ordonnent les candidats, comparent les candidats, et puis j'utilise ces comparaisons pour dire qui est mieux que qui. Alors, on va voir la même chose ici. C'est-à-dire que quand je vais comparer en fait, par exemple, I et J, donc là, j'essaie de comparer I et J, toutes les coalitions qui ne contiennent ni I ni J vont jouer le rôle de votant. Donc, par exemple, si je compare 1 à 2, l'ensemble vide va jouer le rôle de votant. Alors, comment il va voter? On va dire qu'en fait, je vais ajouter I et J à cet ensemble. Donc, je vais ajouter 1 dans l'ensemble vide, j'obtiens 1. J'ajoute 2 à l'ensemble vide, j'obtiens 2. Donc, comme ici. Et je vais voir, en fait, si 1 est mieux que 2 dans mon power relation. Donc, 1, il est là, le 2, il est là. Donc, je sais qu'en fait, 1 est mieux que 2. Je vais faire la même chose avec tous les sous-ensembles qui ne contiennent ni 1 ni 2. Donc, par exemple, le 3. Donc, je vais ajouter le 1 au 3 et je vais ajouter le 2 au 3. Donc, là, c'est le 3 qui est stable et je vais les comparer. Donc, 1, 3, il est là et 2, 3, il est là. Donc, je sais que 2, 3 est mieux que 1, 3. Donc, je vais comparer en fait. Donc, CP, donc cette règle, ça va s'appeler CP Majority Rules. CP pour dire ceteris paribus parce que les coalitions restent les mêmes quand je les compare. Donc, si par exemple, j'avais aussi un quatrième individu, j'aurais dû regarder 1, 4 via 2, 4. Et puis après, 1, 3, 4 via 2, 3, 4, etc. Donc ici, je n'en ai pas, donc je les efface. Donc, je vais faire ça pour tout le monde. Donc, si je vais comparer 1 avec 3, je dois comparer du coup 1 avec 3 et 1, 2 avec 2, 3. Donc, je crois qu'on a ça. Et si je dois comparer 2 à 3, je dois comparer 2 à 3. Donc, ils sont dans la même classe d'équivalence. Et je dois ajouter le 1 au 2. Et donc, là aussi, ils sont dans la même classe. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser la règle majoritaire. Donc là, il y a une personne qui est en faveur, une personne qui est en défaveur. Donc, je vais finir par dire que 1 est indifférent à 2. Donc, 1 va être aussi indifférent à 3 et 2 va être indifférent aussi à 3. Donc, si j'utilise la règle CP Majority, je suis un peu coincée parce qu'il faut que je divise en fait ma prime en 3 parce qu'ils sont tous les 3 indifférents, tandis que, si vous vous souvenez, avec la règle lexicographique, c'était le 1 qui obtenait le bonus. Donc, encore une fois, en fait, cette règle a été introduite assez récemment et on connaît son axiomatisation. C'est la seule règle qui satisfait en même temps la neutralité, la positive responsiveness et equality of coalitions. Alors, juste sur cette règle, je me dis ça peut être intéressant de vous montrer à quoi ça ressemble un axiome si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, par exemple, l'axiome de neutralité, qu'est-ce qu'il dit? En fait, l'axiome de neutralité nous dit que le nom des candidats ne doit pas être important. Donc, c'est-à-dire que je peux remplacer X par Y et ça va donner la même chose. Alors, comment on peut définir ça? On peut définir de différentes manières, mais ici, par exemple, dans l'axiomatisation que nous avons donnée, on avait en fait pris 2 power relations
différents. Ils sont exactement pareils sur toutes les comparaisons ceteris paribus, sauf qu'en fait, X et Y changent leur nom entre les deux coalitions. Donc, c'est-à-dire que dans la coalition, ce qui est nommé X, il va s'appeler Y dans le deuxième et inversement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'en fait, si dans la première relation, X est mieux que Y, puisqu'ils ont échangé leur nom dans la deuxième power relation, cette fois-ci, je dois conclure que Y est mieux que X. Donc, vous voyez bien qu'en fait, ça veut juste dire que les noms de X et de Y ne sont pas importants. S'ils changent leur nom, on garde toujours la même comparaison. Donc, deuxième axiome, c'est positive responsiveness. C'est un axiome de monotonicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, en fait, je vais prendre deux power relations, d'accord, deux relations sous l'ensemble des coalitions qui sont complètement identiques. Et dans le tout premier, là, je sais qu'en fait, X va être mieux que Y avec mon indice de pouvoir. Alors, dans le deuxième, ce que je vais faire, je vais garder tout pareil, sauf qu'en fait, X va encore améliorer sa situation pour une coalition. Une coalition, par exemple, qui n'est pas trop X, il va commencer à l'aimer. Ou bien qui était indifférent pour X, il va commencer à l'aimer. Alors, dans ce cas-là, bien évidemment, en fait, si dans le premier, j'avais dit que X était mieux que Y, bien évidemment, en fait, dans le deuxième, X est encore mieux qu'avant, donc je dois en fait dire que X est préféré à Y. Donc ça, c'est en fait une condition de monotonie, si vous voulez. Et la troisième condition, là, pardon. Et la troisième condition, ça va me dire cette fois-ci que les noms des votants n'est pas important. Donc, c'est un peu comme en choix social. Si pour X, je vais pas dire en fait que quand je compare X à Y, le fait que ça soit la coalition 1-2 qui vote en faveur de X ou Y, ou ça soit la coalition 4-5 qui vote en faveur de X par rapport à Y, ça va pas être important, que ça soit 1-2 ou 4-5. Leur nom n'est pas important. Alors, comment je vais dire ça? Encore une fois, en fait, je vais prendre deux power relations. Et je vais en fait prendre les coalitions qui peuvent voter entre X et Y et je vais faire une permutation de ces coalitions dans le deuxième power relation et je vais garder les votes exactement comme avant. Alors, puisqu'en fait les noms ne sont pas importants, si j'ai dit en fait que X était mieux que Y ici, encore une fois, je dois continuer à dire que X est mieux que Y parce que les noms des coalitions ne sont pas importants. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? En fait, si notre axiomatisation elle est correcte, mais je pense que c'est le cas, donc le CP majority, c'est la seule règle où les noms des personnes ne sont pas importants, où les noms des coalitions ne sont pas importants et où je garde encore la monotonie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très positif. Bon, je cache un peu les choses parce qu'en fait, quand les noms des coalitions ne sont pas importants, ça veut dire que leur taille n'est pas importante, etc. Donc, il y a des choses qui sont cachées derrière, bien évidemment. Donc, CP Majority peut paraître quelque chose de assez positif parce que c'est le seul qui satisfait ces trois axiomes. Mais comme en choix social, je vais avoir ce grand problème avec la violation, en fait, de transitivité, comme le paradoxe de Condorcet, pour les gens qui connaissent. Si j'utilise cette notion de CP majority, vous allez voir, par exemple, avec cet exemple, que je vais préférer 3 à 2, parce que le 3, il va avoir plus de comparaison dans sa faveur par rapport à 2. Je vais dire que 2 est préféré à 1 parce qu'encore une fois, en fait, 2 a plus de comparaison dans sa faveur. Mais je vais dire aussi que 1 est préféré à 3. Donc, vous voyez bien que je viens d'avoir en fait un cycle comme en choix social. Donc, CP Majority, il est sympa, mais quand même, il ne me donne pas toujours une possibilité pour trouver le meilleur candidat à cause des cycles. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de résultats? Première chose qu'on peut regarder, c'est de dire, OK, il peut y arriver des cycles, mais est-ce que c'est très souvent qu'on a ces cycles?
Alors, est-ce que c'est très souvent qu'on a des cycles? Dans ce cas-là, par exemple, on peut faire des simulations ou des études théoriques pour voir en fait quel est le pourcentage de power relation où CP majority amène des cycles. Et si j'ai des cycles, je peux essayer de trouver des moyennes pour approximer, c'est-à-dire en enlevant quelques comparaisons. Donc, je vais essayer d'enlever le moins de comparaisons possible dans mon power relation pour obtenir une relation acyclique et qui va me permettre de trouver, par exemple, un vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire un candidat qui bat tous les autres candidats avec mon CP majority. Donc ça, par exemple, je crois que ce papier-là, il s'intéresse à ça. Et puis après, on peut aussi s'intéresser, comme en choix social, à des restrictions de domaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des restrictions de domaine? Ce sont des cas où le power relation, on peut pas avoir tout et n'importe quoi dans mon power relation. Donc, si vous voyez bien, par exemple, ici, il se passe des choses bizarres. Enfin, je pense que ça peut arriver vraiment dans plein de cas, mais dans certains cas, on ne peut pas avoir, par exemple, si j'ajoute quelqu'un, par exemple, j'ai le 3, si j'ajoute un objet. Imaginons que ça ne soit pas en fait avec des individus, mais avec des objets. Si, par exemple, et j'essaie d'avoir le maximum d'objets, ben, si en fait j'ai le 3, si j'ajoute l'objet 2 à 3, ben, il faut que en fait 2, 3 soit mieux que 3. Donc, ce sont en fait des préférences monotones qui peuvent être utiles dans certains contextes, pas dans tous, mais par exemple dans l'argumentation, ça peut être intéressant. Ben, ça fait en fait une restriction de domaine et on peut aussi essayer de trouver en fait quels sont les résultats de mes restrictions de domaine. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de travailler en choix social, il y a une restriction de domaine qui est assez connue, qui s'appelle Single Peaked Preferences. Et là, par exemple, je crois que c'est dans ce papier-là, on voit qu'en fait, si on définit, il faut redéfinir ce que c'est que Single Peakness dans ce framework. Et une fois que vous avez défini, vous pouvez montrer qu'en fait, si j'ai des préférences qui répondent à single peakness, alors je n'ai pas de problème de cycle, tout marche bien, je vais toujours trouver un candidat qui sera un vainqueur de Condorcet. Donc ça peut être une autre chose. Il y a aussi, donc si on aime en fait cette idée de CP majority, mais qu'on a le problème de transitivité, ce qu'on peut faire aussi, c'est de garantir d'avoir des règles, donc des règles qui ne vont pas être exactement CP majority parce que je peux avoir des problèmes de transitivité, mais des règles qui sont basées sur cette notion-là, mais qui sont un peu plus intelligentes parce que ce sont des règles où je vais associer des nombres à chaque objet. Et comme je vais associer des nombres à chaque objet, ben, je sais comparer des nombres, je n'ai jamais de problème de transitivité, donc je ne vais plus avoir ces paradoxes de Condorcet. Alors, par exemple, il existe deux règles comme ça, Copeland et Cramer-Simpson en choix social. Donc, ce sont des règles qu'on dit qui sont Condorcet cohérents. Qu'est-ce que ça veut dire Condorcet cohérent? Ce sont des règles si il existe un vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire s'il existe un candidat pour lequel chaque fois que je le compare avec un autre candidat, ce candidat-là, il gagne avec le CP majority, alors ça va être un vainqueur de Condorcet. Ben, dans ce cas-là, cette règle-là, s'il est Condorcet cohérent, il va élire en fait le vainqueur de Condorcet. Après, si le vainqueur de Condorcet n'existe pas, alors il va faire autre chose. Donc, il y a les deux règles qui sont là. Par exemple, dans Copeland, l'idée, c'est un peu comme un flux, en fait, dans un graphe. Donc, je vais faire, en fait, la règle majoritaire, comme ici, d'accord? Donc, comme tout à l'heure. Mais ce que je vais faire maintenant, si je veux calculer, par exemple, le score de Copeland de 1, je vais juste regarder les comparaisons où il y a le 1. OK? Et je vais regarder combien de fois 1 est mieux que les autres, donc X est mieux que Y, combien de fois 1 est mieux que les autres par rapport à la majorité, 1 mieux que 3, 1 mieux que 4, donc ça va être 2, et je vais regarder combien de fois il est battu par quelqu'un avec cette relation de majorité, par exemple 1 ici. Donc, l'indice, en fait, le score de Copeland de l'individu 1, ça va être 1.
Et donc, je peux faire la même chose pour les autres candidats et les comparer entre eux. Donc, cette règle, elle est Condorcet cohérente. Bah, ici, ça ne nous aide pas énormément parce que l'exemple n'est pas très bien choisi, je suis désolée. Donc, encore une fois, en fait, les 3 individus vont être indifférents. Donc, ça, c'est la Copland. Avec Kramer-Simpson, c'est aussi, je dois aussi, en fait, utiliser cette comparaison ceteris paribus. Mais cette fois-ci, en fait, pour donner le score à chaque individu, je vais essayer de trouver son adversaire le plus puissant par rapport à lui, son pire ennemi. Par exemple, si je vais regarder le 1, je dois comparer en fait le 1 avec le 2, le 1 avec le 3, le 1 avec le 4. OK. Et je vais regarder combien de fois 1 perd ou il est indifférent par rapport à 2. Donc ici, par exemple, 2 est mieux que 1, là aussi et là aussi. Donc en fait, quand 1 est comparé à 2, il y a 3 fois qu'il perd. Tandis qu'avec 1 via 3, il perd 2 fois. Et ici, il va perdre seulement une fois. Donc, le score de 1, ça va être son pire ennemi par rapport à son pire ennemi qui est 2. Donc, le score de 1, ça va être le maximum entre 3, 2 et 1, donc 3. Et donc, je vais donner en fait le score à chaque individu et je vais essayer de minimiser ce score. Donc, ça, c'est Kramer-Simpson. Donc, si vous faites en fait Copland, 1, 2 et 3 vont être indifférents, ils vont être mieux que 4. Avec Kramer-Simpson, les 4 vont être indifférents. Voilà, en fait, ça, c'est la partie CP Majority. Alors maintenant, je vais vous montrer la dernière famille qui est basée sur la théorie des jeux coopératifs, donc cette idée de contribution marginale. Donc, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au tout début avec l'indice de Banzhaf, vous allez très vite comprendre comment on va faire. Donc, on va faire Banzhaf, mais cette fois-ci, je n'ai pas en fait de valeur sur mes coalitions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste regarder en fait l'ordre dans lequel ces coalitions se positionnent dans mon Power Relation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour trouver en fait le score d'un objet I, je vais regarder sa contribution marginale pour la coalition S. Donc, si en ajoutant I à S, j'augmente ma contribution, enfin, j'augmente ma performance, alors je vais mettre plus 1. Si c'est le contraire, je vais mettre moins 1. Et si je suis dans la même classe d'équivalence, je vais mettre juste 0. Et je vais faire ça sur toutes les coalitions qui ne contenaient pas I et je vais sommer ça. Voilà, donc c'est tout simple. Donc, si vous voulez, on fait ça par exemple, pour le 1. Donc, si je dois trouver en fait le score de Banzhaf de 1, je dois regarder d'abord l'ensemble vide et je vais lui ajouter le 1. Donc, l'ensemble vide, il est là. Le 1, il est là. Donc, le 1 étant mieux que l'ensemble vide, je vais dire que marginal contribution de 1 à l'ensemble vide est plus 1. Je vais faire la même chose avec 2. Je vais ajouter à 2 le 1 et je vais comparer cette fois-ci le 2 avec un 2. Donc, encore une fois, en fait, en ajoutant le 1, j'augmente la performance. Donc, je vais mettre plus 1. Je vais faire la même chose avec 3. Je vais ajouter un 3. Donc, de 3, je vais passer à un 3. Donc, encore une fois, plus 1. Maintenant, je vais prendre la coalition formée par 2, 3 et je vais lui ajouter le 1. Et donc, de 2, 3, quand j'ajoute le 1, je baisse la performance. Cette fois-ci, je vais punir en fait mon individu. Donc, le score de mon individu, ça va être la somme de tous. Donc, ça va être 2. Alors, si vous me croyez, en fait, si on fait la même chose pour tout le monde, on obtient le tableau suivant. Donc, par exemple, là, c'est ce que je viens de vous raconter. Bon, pour le 2, on va regarder l'ensemble vide en ajoutant 2, l'ensemble 1, etc. Donc, si je fais en fait la somme, les 3, ils vont être encore une fois indifférents. Voilà. Donc, c'est ce qui dit en fait le score de Banzhaf. Donc, puisque je n'ai pas des valeurs, je vais juste regarder leur comparaison ordinaire. Donc, encore une fois, en fait, on a l'axiomatisation de Banzhaf qui est là. Et puis voilà. Donc, sachez qu'en fait, les règles que je vous présente, on peut les élargir. Par exemple, avec CP Majority que je vous ai présenté, on peut les rendre
comment on peut dire, on peut les pondérer. Par exemple, on peut pondérer par rapport à la taille des coalitions, on peut les pondérer par rapport aux comparaisons qu'une une coalition peut faire, etc. Donc, on peut avoir en fait d'autres familles encore plus larges. Bien évidemment, avec Ordinal Banzhaf, on peut faire Ordinal Chapelet ou bien d'autres semi-values que les deux. Donc, on peut avoir en fait d'autres familles de règles. Alors, donc là, je finis en fait ma présentation sur les trois familles. Donc, je vais dire un mot sur des aspects un peu computationnels qu'on peut avoir. Alors, sur les aspects computationnels, on peut se poser plusieurs questions du point de vue computationnel. Nous, on s'est posé la question sur la manipulabilité de ces relations-là, enfin de ces règles-là. Donc, je vois qu'il y a des discussions. OK. OK, donc là, il n'y a pas de... Oups, pardon, je crois que je me suis... OK. Alors, donc là, je vais essayer de vous montrer en fait ce que je nomme par la manipulabilité. Alors, imaginons, on prend toujours en fait ce problème de mes trois chercheurs à qui il faut donner la prime, OK. Donc, c'est toujours la même histoire. Donc, c'est toujours le même power relation. Et imaginons qu'on a dit, donc tout le monde connaît en fait cette power relation. On va imaginer que tout le monde le connaît. Les individus 1, 2, 3 connaissent cette power relation et ils connaissent qu'on va utiliser Banzhaf. Donc, ils peuvent calculer leur score et ils vont voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment une vraie solution. Non, il faut partager cette bonus entre ces trois-là. Mais le 1, il n'est pas content. Le 1, il n'est pas content parce qu'il dit, bah, tiens, en fait, s'ils avaient utilisé l'Excel, j'aurais en fait le bonus tout seul. Donc, ce Banzhaf, il m'a vraiment un peu perturbé. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux manipuler en ma faveur pour que je sois le seul gagnant? Donc là, je dois partager le bonus pour que je sois le seul gagnant de cette histoire-là. Donc, comment il va faire? Bien évidemment, si un doit manipuler, il peut interagir que dans les équipes qu'il forme. Il ne peut pas en fait aller changer la performance de l'équipe 2-3 parce qu'il n'est pas dedans. Donc, il peut seulement réagir quand il va travailler donc, dans les coalitions où il est. D'accord? Voilà. Donc, il va interagir sur ces coalitions-là et on fait l'hypothèse que ce power relation représentait déjà les meilleures performances de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, le 1, il va interagir d'une manière un peu malin et pas très sympa. Il va en fait essayer de baisser la performance des coalitions où il est pour faire baisser les scores des autres. Parce que de toute façon, en fait, le 1, il ne peut pas faire mieux que ça et mieux que ça. Donc, il ne peut pas le faire. Et ça, de toute façon, en fait, comme il a fait son mieux, et même avec son mieux, il n'a pas pu, en fait, améliorer les choses, il ne peut pas interagir sur ça. Donc, sur quoi il peut interagir? Il peut interagir sur, par exemple, là, on va être un peu malin et on va dire qu'il peut, par exemple, interagir, je ne sais pas si vous voyez, sur la coalition 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va dire, bah, tiens, si on utilise Banzhaf, je dois partager mon bonus avec 2, 3, bah, je ne vais pas bien travailler quand je travaille avec 2, 3. Et ça ne va pas m'empêcher mes points, puisque de toute façon, en fait, avec l'équipe 1, 2, 3, j'ai moins 1. Donc, je ne vais rien perdre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser, par exemple, s'il est vraiment pas sympa, il va baisser la performance de cette équipe et il va mettre, par exemple, 1, 2, 3 ici. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bah, lui, il garde toujours son score de 2 parce que rien n'a changé pour lui. Mais le pauvre 2 et 3, comme en fait le 1, il a mis la zizanie quand il travaillait avec 2 et 3, ben maintenant, ils vont avoir moins 1 ici et moins 1 ici. Donc, du coup, leur score a baissé. Ben, du coup, maintenant, avec cette manipulation-là, 1 est le seul gagnant entre ces gens-là. Donc, vous voyez bien qu'en fait, là, on va dire que la règle de Banzhaf ordinale est manipulable avec la définition qu'on a donnée sous la manipulation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
on sait qu'en fait, l'Excel, que je vous ai montré, la règle lexicographique, qui est très intuitif, bon, on n'aime pas trop parce qu'on peut ne pas l'aimer trop parce qu'il n'utilise pas toutes les informations, il ne regarde que les meilleures classes, mais elle n'est pas manipulable. Donc, si vous voulez quelque chose qui n'est pas manipulable, il n'y a que l'Excel, tandis que tous les autres sont manipulables. Donc, tous les autres règles que je vous ai montrées, ils sont manipulables. Donc, ils sont tous manipulables, mais la bonne nouvelle, c'est que cette manipulation est difficile. Donc, pour une fois, en fait, le fait d'avoir quelque chose qui est un peu hard est quelque chose de positif, c'est-à-dire que si je suis quelqu'un, trouver la manipulation que je dois faire, s'il y a beaucoup, beaucoup d'objets, ça va me prendre beaucoup de temps, donc c'est peut-être pas aussi simple que ça. Alors, par exemple, donc on peut regarder ça, donc il est un peu hard. On peut faire avec une réduction de cas independent set pour montrer. Et par exemple, là, on peut aussi faire des simulations pour regarder les manipulations qu'on peut faire. Dépendant du nombre d'individus que j'ai dans mon ensemble, on va augmenter en fait le pourcentage de power relations qui sont manipulables. Donc, vous voyez bien qu'en fait, quasiment tous sont manipulables avec Kramer, Simpson et Banzhaf. Ici, quand j'ai que 5 individus. On peut aussi poser la question, donc on dirait qu'en fait, c'est Copland, c'est là où il y avait le flux, là, il a l'air de marcher un peu mieux. La question qu'on peut se poser aussi, est-ce qu'il est possible de manipuler pour devenir vraiment le meilleur candidat? C'est-à-dire, si je vais manipuler, tant qu'à faire, c'est pour être the best one. Dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile, les manipulations. Pour, par exemple, quand il y a 5 individus, c'est assez difficile de manipuler Copland pour devenir le meilleur gagnant. C'est un peu plus simple avec, par exemple, Kramer-Simpson. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler sur la partie computationnelle. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux me dire combien de temps il me reste? Parce que là, je vais passer en fait sur des questions ouvertes. J'aimerais bien voir en fait. Je pense que tu peux prendre encore 5 minutes. 5 minutes, super. Donc là, en fait, j'ai essayé de vous... merci Nicolas. J'ai essayé de vous donner un panorama de ce qui existe. Donc, petit rappel sur le panorama, c'est qu'en fait, on s'intéresse vraiment à des indices de pouvoir qu'on peut trouver dans plein de domaines. Tandis que donc nous, on s'intéresse à ces indices de pouvoir où il n'y a que des données ordinales qu'on a. Donc, du coup, on veut obtenir que des données ordinales finalement. Je vous ai montré qu'en fait, il existe des règles qui sont inspirées de différents domaines comme choix social ou théorie des jeux et que ces règles-là que je vous ai montrées, ils sont tous axiomatisés. On connaît leur axiome et il y a quelques aspects de manipulabilité qu'on a regardés. Donc, c'est un peu l'état actuel des choses. Il existe plein de choses à faire dans ce domaine. Donc, ce plein de choses, par exemple, il y a un projet ANR qui s'appelle Thémis. Je fais un peu de publicité pour le projet ANR, qui est géré par Stefano Moretti au LAMSAD, où il y a des gens de l'AMSAD, du CRIL et de l'IPSIS qui sont impliqués, qui essayent en fait de compléter un peu les études qui sont autour de ces règles de rangement social. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, en fait, bien évidemment, très facilement, on peut dire qu'on peut inventer plein d'autres règles. Par exemple, il y a Borda en choix social, on n'a pas utilisé Borda dans cette version-là. On peut regarder Chapelet, on peut regarder plein de choses, plein de règles. On peut généraliser les règles qu'on a données, on peut essayer de faire des familles de règles qui deviennent de plus en plus précis, etc. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire et c'est assez classique. Une autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment de s'intéresser à l'incomplétude. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voyez, là, j'ai triché un peu en vous donnant tout le temps un préordre complet chaque fois que je travaillais, mais dans des applications réelles, assez souvent, en fait, cette power relation va être assez vide. Donc, il va manquer des coalitions, des choses comme ça. Et les règles que je vous ai données, on peut les appliquer, bien évidemment, quand c'est incomplet, mais ils ne sont pas vraiment spécifiques dans ces cas-là. Donc, on peut essayer, en fait,
fait de réfléchir comment faire si j'ai des choses qui sont incomplètes. Alors, une façon très, très facile de dire, c'est qu'en fait, si mon power relation n'est pas complète, ben, je vais trouver toutes les complétudes possibles et imaginables pour que ça devienne un ordre total, par exemple, et puis je vais appliquer mes règles et je vais dire que I est nécessairement mieux que J si toutes les compilations me disent la même chose, sinon je vais dire que c'est possible que ça soit mieux, etc. Mais on peut faire même encore mieux, je pense, par exemple, dans certains contextes, si mon power relation est incomplète, c'est pas aussi anodin que ça qu'une coalition ne soit pas là. Peut-être la coalition n'est pas là parce qu'elle ne se font pas, parce que les gens ils ne s'aiment pas et ils ne font pas cette coalition-là. Donc dans ce cas-là, je pense qu'il faut intégrer dans nos règles certaines choses qui nous disent attention, si la coalition n'est pas là, il faut punir les individus qui auraient dû être là parce qu'ils ne font pas cette coalition-là. Donc ainsi de suite. Donc il y a des idées qui peuvent arriver, si ça peut vous donner des idées. Je sais qu'en fait, il y a une thèse qui a démarré sur ces aspects-là. Et comme je vous ai dit, pour l'instant, en fait, on n'a fait aucune hypothèse sur les domaines qu'on peut avoir. En fait, tout peut arriver dans nos power relations, tandis qu'on peut essayer de dire qu'il y a peut-être certaines restrictions qu'on peut regarder. Et ces restrictions-là, par exemple, demander que les préférences soient monotones, ou bien on peut seulement, si on se restreint seulement à des... Il peut y avoir en fait des cas où il n'y a que des coalitions d'une taille donnée qui existent, où on peut avoir les single fitness, etc. Et on peut essayer de voir quelles sont quelles sont les conséquences d'avoir ce type de restriction sur nos power relations. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand tout peut arriver dans nos power relations, au niveau de complexité, on est toujours embêté. Donc, si on veut faire, donc je bondis par exemple sur les deux points suivants. Si je veux faire l'élistation des préférences, je veux apprendre en fait en posant le minimum de questions mon power relation, ou si je veux avoir en fait une représentation compacte de mon power relation parce que j'ai 2 à la puissance n objets, ils sont tous comparés 2 à 2. En fait, si je dis que tout peut arriver, je peux pas m'en sortir. Donc, il faut en fait une structure dans mon power relation. Et si j'ai des restrictions de domaine, alors dans ce cas-là, je peux en fait peut-être inventer des algorithmes efficaces pour apprendre les préférences, pour avoir en fait une représentation compacte. Et ça, pour l'instant, en fait, quasiment rien n'a été fait dans ce domaine à ma connaissance. Après, il y a aussi, alors hop, je vois que dans le chat, OK. Alors, c'est pas lié en fait à la présentation, le chat. Alors, une autre question que je trouve assez intéressante, c'est la relation avec le problème inverse. Alors, qu'est-ce que c'est le problème inverse? C'est en fait, nous, on a dit que je sais que 1, 2, 3 est mieux que 2, 3, qui est mieux que 1, 3, qui est mieux que 1, mieux que 2, mieux que 3, par exemple. Et j'essaye de comparer 1, 2, et 3. Et ça, je nommais ça social ranking problem. Mais en fait, dans la littérature, le problème inverse existe déjà et ça s'appelle ranking subsets of objects ou le problème d'extension. C'est-à-dire que, étant donné les comparaisons entre les individus, donc je sais que 1 mieux que 2, mieux que 3, comment compléter cette préférence-là pour avoir un ordre sur les sous-ensembles formés par ces objets-là. Donc, ça s'appelle ranking sets of objects. Et il existe différentes manières de le faire, dépendant en fait du contexte dans lequel vous êtes. Par exemple, si le contexte, c'est quelque chose où vous pouvez ajouter les choses les uns sous les autres, comme un problème de configuration, vous pouvez utiliser des choses plutôt additives. Si ces sous-ensembles représentent des opportunity sets, c'est-à-dire si je vous présente 1, 2, 3, je sais qu'il n'y a qu'un seul qui va se réaliser, mais je ne sais pas lequel. Alors, comment je fais? Dans ce cas-là, assez souvent,
on utilise des trucs plutôt max, min ou des combinaisons de ça. Donc, il existe déjà en fait une grande littérature sur ça avec des axiomatisations, etc., plutôt en économie, mais il y a aussi des gens qui utilisent ça en recherche opérationnelle, par exemple. Alors, le truc, c'est de voir vraiment le lien et de faire en fait des choses qui boucleraient entre ces deux problèmes-là. Et je vais finir avec deux petits mots sur, par exemple, on peut aussi, sur deux autres possibilités, c'est de dire, par exemple, de voir aussi des relations de ce que nous, on a fait avec des indices de pouvoir ordinal et des indices de pouvoir cardinal qui existent déjà, comme Banzhaf Index ou Shapley Index. C'est-à-dire, par exemple, là, au tout début, je vous ai montré que Banzhaf n'était pas robuste, mais est-ce qu'il y a des cas où Banzhaf devient robuste? Quelles sont les restrictions de domaine sur mes power relations qui font que Banzhaf reste robuste, etc. Donc, on peut se poser ce type de problème. Et bien évidemment, on peut regarder des domaines d'application. Comme je vous ai dit, il y a eu, par exemple, des gens qui se sont intéressés à utiliser l'Excel pour trouver des influences de certaines normes, etc. Mais il manque encore des applications dans ces domaines. Donc, si vous êtes intéressé, vraiment, en fait, je pense qu'il y a des choses à faire dans cette optique-là. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et merci pour votre patience. J'espère que j'ai été claire et je ne vous ai pas trop ennuyé. Voilà. Merci beaucoup Meltem pour ta présentation. Je pense que c'était extrêmement clair et puis très vivant avec tous les petits exemples. Donc très grand merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas.